caractère, donc on est bien, comme on a dit, une marque. On a tendance à dire qu'on labellise des communes, qu'on met un label, mais non, on est bien une marque qui dépend donc d'une association qui a été créée au milieu des années 70 en Bretagne par quelques élus motivés et qui voyaient le patrimoine de leur commune un petit peu tomber en ruine, si je puis dire. Et donc quelques élus se sont motivés, ont créé cette association, donc Petite Cité de Caractère, qui est d'abord bretonne et qui a progressivement essaimé d'abord en Mayenne, puis en Sarthe et en Vendée. Une association régionale est ensuite née en Pays de la Loire en 1997, si je ne dis pas de bêtises. Et on a progressivement essaimé dans toute la France, comme on le voit sur cette carte. Et maintenant, on est présent dans toutes les régions métropolitaines. Donc 239 communes aujourd'hui. Alors, c'est pas toujours évident de comprendre les différentes strates. Donc en fait, on a une association nationale, Petite de Caractère de France, qui est en réalité la fédération de toutes les associations régionales, donc notamment Petite de Caractère des Pays de la Loire, avec la spécificité en plus en Pays de la Loire d'être nous-mêmes, de fédérer nous-mêmes des associations départementales, ce qui n'existe pas dans les autres réseaux régionaux, avec une association de chaque département, sauf en Loire-Atlantique, car elles sont que 3. Donc on n'a pas créé d'association pour le moment. Donc l'idée vraiment de cette association, c'était de se mobiliser entre élus pour sauvegarder, valoriser et aussi animer ce patrimoine pour le faire connaître et en faire vraiment un atout et un levier de développement pour les territoires. C'était la mission première de l'association. Donc comme je le disais, aujourd'hui, on est donc 46 communes en Pays de la Loire, 40 communes homologuées, c'est-à-dire que ces 40 communes ont tous les critères et on respecte nos engagements, et 6 communes on dit homologables ou en cours d'homologation. Donc c'est des communes qui ont le potentiel, mais où il y a encore une ou plusieurs parfois marches à franchir pour être vraiment considérées comme homologuées. La dernière commune entrée dans notre réseau, c'est Cran, en Mayenne, en décembre dernier. Et mon diapo n'est même pas à jour en fait, puisque depuis 2 jours, l'homologation de Fontevraud est officielle. Et donc Fontevraud fait désormais partie du réseau Petite Cité de Caractère depuis lundi officiellement, ce qui fait qu'on est désormais 47 en réalité. Voilà, avec 17 communes en Maine-et-Loire, ce qui est le plus gros département français, ce qui donne beaucoup de travail à nos architectes conseils. Donc Petite Cité de Caractère, l'idée et ce qu'on essaie de faire au quotidien, c'est vraiment d'appréhender le patrimoine comme la somme des héritages. Donc on ne travaille pas exclusivement, enfin pas uniquement sur le patrimoine bâti de nos communes, sur le château d'Affremont, l'église de Blévin-Boyer ou vraiment, mais on travaille sur tous les patrimoines, donc aussi bien le patrimoine bâti forcément, mais aussi le patrimoine culturel, le patrimoine immatériel. On a développé un programme avec l'Office pour le patrimoine culturel et immatériel et son directeur Philippe Boisselot, qui fait partie pour le patrimoine des et on s'attache vraiment à mettre en avant tout ce qui fait patrimoine pour les habitants. C'est-à-dire que Petite Cité de Caractère, on n'est pas là pour qualifier une démarche qui soit aboutie, mais vraiment tout un processus. Donc vraiment travailler d'abord à l'amélioration du cadre de vie des habitants et pas faire des cités musées qui sont totalement figées et qui ne bougent plus. Donc la somme de ces héritages fait vraiment patrimoine pour nous et on accompagne nos communes sur tous ces volets-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait par exemple la fête du chausson aux pommes de Saint-Calais en Sarthe, qui se revendique comme la capitale mondiale du chausson aux pommes. C'est une fête tous les ans pour le célébrer justement et qui aimerait bientôt l'inscrire à l'Inventaire national du patrimoine immatériel. Et pour cela, donc, on fédère l'ensemble des acteurs. En tout cas, on essaye de développer des partenaires et s'entourer des personnes qualifiées pour mettre en projet tous ces patrimoines. Et donc, on parlait tout à l'heure de charte, de marque, de label, etc. Donc, nous, on est bien une marque, mais on a une charte en interne que les communes doivent respecter avec 5 engagements préalables qui sont obligatoires pour intégrer le réseau, et ensuite une trentaine d'engagements que les communes s'engagent à respecter. Donc ça peut aussi bien aller de l'accueil du visiteur, de l'accueil d'artisans métiers d'art, de la restauration du patrimoine, de la création d'un parcours de visite. Donc
trentaine d'engagements dans cette charte de qualité que toutes les communes s'engagent à respecter sur la qualité. Voilà. Justement, la charte de qualité qui, au début, est donc née en Bretagne, puisque l'association est initialement bretonne, en 1977. Et ensuite, depuis 2009, la charte est nationale, c'est-à-dire que pour les 239 communes dans toute la France, c'est la même charte avec les mêmes critères et les mêmes engagements. L'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble et conséquence heureuse, si je puis dire, de tout ce travail, la marque Petite Cité de Caractère est aussi devenue progressivement une marque touristique. Donc même si ce n'est pas notre but premier au début, on s'attache aujourd'hui à vraiment avoir des cités, alors non pas toutes les mêmes, parce qu'elles ont toutes leurs singularités, elles ont toutes leurs caractères, forcément puisque c'est dans le nom, mais vraiment à ce que le visiteur, quand il découvre une Petite Cité de Caractère, il y ait quand même un socle commun, si je puis dire, et une qualité qui soit toujours présente. Donc les 5 critères préalables d'admission, que je n'ai pas expliqué au début, c'est vrai, donc le premier, donc petite, parce qu'on a des communes de moins de 6000 habitants, en tout cas quand elles sont entrées dans le réseau, parce qu'on a aujourd'hui des communes en Bretagne qui se sont beaucoup développées, notamment aux alentours de Rennes, qui font plus de 6000 habitants aujourd'hui, et en tout cas quand une commune candidate chez nous, elle doit avoir moins de 6000 habitants, elle doit avoir donc un site patrimonial remarquable, on en parlait tout à l'heure, donc c'est le cas pour toutes les communes. Elle doit avoir, alors j'en oublie toujours à force de les répéter, donc c'est aussi la volonté municipale, c'est-à-dire que nous, en tout cas en Pays de la Loire, on ne démarche aucune commune et c'est vraiment elles qui viennent toquer à la porte, si je peux dire. Donc la volonté des élus de s'intégrer dans un réseau, c'est vraiment très important pour nous, aussi bien au quotidien, parce que on sait qu'ils sont déjà très sollicités. On les sollicite nous d'autant plus, mais on est vraiment un réseau d'élus. Alors moi je ne suis pas élue, mais je travaille pour des élus au quotidien et c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Il faut aussi s'intégrer dans le schéma touristique de sa communauté de communes, puisque la compétence touristique n'est pas directement aux communes, mais à la communauté de communes. Donc elles doivent s'intégrer et travailler en lien étroit avec leur Comcom. Et donc une trentaine d'engagements. Comme je le disais, donc je remettais bien qu'on est dans la notion d'engagement est vraiment fondamentale parce qu'on n'est pas là pour évaluer, on a des commissions de contrôle tous les 5 ans, mais on n'est pas là, si je puis dire, pour taper sur les doigts des élus, mais vraiment pour les accompagner. On réunit des experts, donc on est entre 10 et 20 personnes pour les commissions, mais on est vraiment là pour répondre aux questions des élus, les accompagner et les aider du mieux qu'on peut. Et on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On laisse aussi chacun s'entourer des partenaires qu'il faut pour avancer. Voilà. Ça qualifie vraiment une démarche et pas un résultat. Ça donc le projet de l'association, on a défini des grandes missions, mais notre mission première c'est donc d'accompagner les maires et les équipes municipales qui souhaitent faire du patrimoine un vrai levier de développement pour le territoire. Donc ça peut aller de comment on réutilise les anciennes halles pour en faire une médiathèque, comment on fait de son patrimoine matériel une vraie force pour sa commune. Et donc on a défini 4 grandes missions pour l'association régionale qui sont donc accompagner, conseiller et soutenir. Donc, soutenir notamment beaucoup aidés, on les remercie à chaque fois par la région des Pays de la Loire qui nous soutient depuis le début et ça sera les remercier, conseiller notamment grâce à nos architectes de conseil qui assurent une permanence par mois dans toutes nos communes. Mettre en réseau et échanger, puisque c'est vraiment le but aussi des communes qui intègrent le réseau, c'est comment on peut s'inspirer les uns les autres et mieux travailler ensemble. Alors là, je vais paraphraser notre présidente nationale, mais elle dit toujours un poisson tout seul, ça n'a pas forcément beaucoup de force, mais un banc de poissons tous ensemble, et on se fait un petit peu plus entendre. Et même plus haut à Paris. Sensibiliser et animer, puisqu'on accompagne aussi nos communes dans la création ou on s'inscrit dans des manifestations nationales comme les Journées européennes des métiers d'art. On a aussi créé des animations comme les Dimanches de Caractère, qui sont développées en Sarthe et qui existent aujourd'hui dans toute la France et qui visent à découvrir des lieux soit inconnus, soit insolites dans les communes, en petits groupes. Ça reste assez convivial et en dégustant aussi des spécialités locales. Et enfin, communiquer et promouvoir. Dernière mission de l'association. Voilà.
Et donc là, je remettais quelques exemples de partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année dans nos différents projets. Donc la région Pays de la Loire, comme je le disais, l'Union régionale des CAUE, où on a nos bureaux d'ailleurs à Angers, le pôle patrimoine aussi, la Fondation du patrimoine, l'Office pour le patrimoine culturel et immatériel. On travaille aussi beaucoup avec la Chambre de métiers de l'artisanat et sa mission Pays de la Loire métiers d'art pour mieux connaître et mieux accompagner nos élus dans le référencement des artisans métiers d'art dans leur commune, ce qui n'est pas une mince affaire. Solutions Éco, qui est l'agence de développement économique des Pays de la Loire et qui a un pôle touristique, donc on travaille beaucoup avec eux. Et ensuite, donc, les départements, la DRAC, et voilà, pour ça. Les architectes conseils pour la petite cité de caractère sont des architectes libéraux qui, en fait, on a une pratique libérale à côté, donc on fait des chantiers. C'est ça qui permet d'alimenter le regard et le conseil qu'on donne aux particuliers. C'est quelque chose qui va ensemble. En Pays de la Loire, nous sommes 4. Un architecte qui s'occupe de la Mayenne et de la Sarre. Une architecte pour la Vendée et la Loire-Atlantique. Et en Pays de la Loire, en Maine-et-Loire, sachant qu'il y a 16 communes, c'est divisé en 2 groupes de 8 communes, plus ou moins est-ouest. On est entre 2 architectes. Pour ma part, je m'occupe de la partie est. Je fais une carte. C'est les communes qui sont entourées en rouge. Donc le Touraine, Chêne, Trèves-Pinot, Baugé, Turcan, Montsoreau, le Coudray-Macquart, le Puy-Notre-Dame, Montreuil-Bellay. Des communes qui sont assez différentes à la fois dans leur taille, dans leur structure administrative, parce qu'on a des communes nouvelles, comme par exemple le Touraine, Chêne, Trèves-Pinot font partie de Gênes-Val-de-Loire. Baugé, c'est Baugé-en-Anjou, donc ce sont des grosses communes, et après des communes beaucoup plus petites, le Coudray-Macquart, Turcan, Montsoreau, qui sont des communes qui sont restées indépendantes. Cette proximité de territoire fait qu'il y a une homogénéité, disons, dans les caractéristiques du bâti, qui est assez intéressante puisqu'elle permet d'apporter des réponses, on va dire, qui se rejoignent suivant les rendez-vous. Et par contre, on a des caractéristiques différentes liées entre les communes qui sont sur le bord de Loire. On n'a pas le même type de bâti, le même usage. On a beaucoup, par exemple, de résidences secondaires. Enfin, je parle de ça parce qu'on fait beaucoup de conseils particuliers. Et les communes plus excentrées par rapport à la Loire, Baugé, Montreuil-Bellay, où là, on a un peu plus d'habitat concentré sur des communes un peu plus grandes. Donc le rôle d'architecte conseil dans ces communes, on tient une permanence, une demi-journée par mois sur chaque commune. C'est à la fois le conseil aux particuliers, qui est l'essentiel des rendez-vous qu'on a, et le conseil aux communes. Le conseil auprès des particuliers, on est confronté en général à 3 types de projets, soit des particuliers qui envisagent des restaurations pures de leurs édifices, donc du gros entretien. Donc là, on les aide à établir le cahier des charges, à identifier ce qu'ils n'ont pas forcément vu, puisqu'on se déplace à chaque fois, quasiment tout le temps chez les particuliers pour voir avec eux ce qu'ils ont envie de faire et leur proposer éventuellement des travaux qu'ils n'avaient pas envisagés. Donc on leur propose un cahier des charges, parfois ils ont déjà fait des demandes, donc on peut les aider à lire les devis qui leur sont proposés par les entreprises. Et après, sachant qu'on est dans des communes où on a des SPR ou des règlements patrimoniaux qui, toutes leurs démarches en fait, de restauration doivent être soumises à autorisation d'urbanisme, déclaration préalable, voire permis de construire. En général, dans la restauration, on est en déclaration préalable. Toutes ces démarches en fait, passent par les UDAP. Donc nous, on les aide à construire aussi leur dossier et à leur donner les cahiers des charges qui leur permettent en fait, d'obtenir les autorisations pour pouvoir entreprendre les travaux. Dans cette partie de pure restauration, on peut aussi aider les particuliers en les conseillant sur les types de financement auxquels ils peuvent prétendre.
Donc, suivant les sujets, on regarde par exemple si on peut les orienter vers la Fondation du patrimoine. On a des bâtiments qui sont très intéressants, visibles depuis la rue, si c'est partie des critères qui sont demandés. Et à côté de ça, il y a des dispositifs d'aide pour les particuliers qui durent 2 ans, qui sont tournants dans les communes. Où là, on va sur. Alors, tu me corriges si je. Donc, ce sont des fonds régionaux. Et donc, on peut les aider avec une fourchette haute et une fourchette basse de travaux, à hauteur de 20% avec les fonds régionaux. Et la commune doit abonder de 5%, donc ça fait un quart de leur montant de travaux. Et donc là, nous, en fait, on est là pour valider le principe de ces subventions sur la base de devis qui auraient été établis. Parfois, pour les devis, s'il y a des incohérences, des choses qui... Enfin, il y a une demande, une exigence de qualité, donc on les fait corriger avant de les accepter. Et on a, en fin de chantier, pour la remise de la subvention, une visite de contrôle, voir que les travaux ont été réalisés suivant le cahier des charges. Parfois, on peut avoir des rendez-vous aussi parce que, comme on est dans le bâti existant, on a des inconnus qui apparaissent, des choses comme ça. Mais ça reste très limité parce qu'on ne fait pas de maîtrise d'œuvre, donc ça reste une mission de conseil. Mais ça peut permettre, disons, de s'adapter par rapport au rendez-vous final où on a un contrôle et, disons, de prévenir certaines incohérences par rapport au dossier initial. Le deuxième type de projet de particulier auquel on est confronté, c'est l'amélioration du bâti, dans le sens de l'amélioration thermique, les nouveaux modes de production de chaleur, les modes de production d'énergie. Donc ça, c'est des questions qui sont très récurrentes, qui sont assez compliquées à manipuler, sachant qu'il y a des communes qui ont des règlements très récents sur lesquels on peut s'appuyer, où tout est écrit, on va dire, pour où installer des panneaux solaires, une pompe à chaleur. Et il y a des communes qui ont des règlements anciens qui ne tiennent pas du tout compte, enfin des règlements qui datent des années 80-90, où là, on est obligé un peu enfin, on s'inspire de ce qui se fait dans les communes voisines pour donner un peu les possibilités. On est là aussi pour conseiller les particuliers, pour un peu réinterroger leurs projets. Parfois, ils imaginent, l'exemple type, c'est qu'ils veulent se débarrasser de toutes leurs fenêtres en bois pour mettre des fenêtres double, triple vitrage en PVC, mais sur un bâti ancien qui n'a pas beaucoup de percements, avec des murs très épais, et par contre, ils ne font rien sur leur toit. Et donc là, on est là pour leur présenter un peu comment fonctionne une maison ancienne. Et en général, on leur explique que avant d'avoir, s'ils n'ont pas isolé leur toit, ça ne sert à rien d'étancher la maison par les murs. Donc on a un travail de pédagogie auprès des particuliers, de leur faire re-questionner en fait leur projet pour quand même atteindre leurs objectifs. Et après, on est confronté à un troisième type de projet. Donc là, c'est plutôt modification, extension des bâtiments existants. Donc là, on est plus là pour leur rappeler le règlement, les emprises qu'ils doivent respecter, le fait qu'ils doivent s'intégrer à l'esthétique générale de ces communes. Et aussi, on les aide un peu. Parfois, en fait, les particuliers arrivent avec des solutions un peu toutes faites. Par exemple, ils veulent faire une grande baie vitrée sur la façade. Un exemple parmi d'autres, mais qui vient souvent. Et là, en fait, on les aide à réinterroger leur projet en partant pas de la solution qu'ils envisageaient, mais le besoin de lumière dans une pièce. Donc, on les aide un peu à reculer pour aller vers différentes solutions. Et parfois aussi, on leur conseille de faire appel à des architectes ou des maîtres d'œuvre, aussi parce que nous, on ne peut pas non plus aller trop... Enfin, ce sont des missions de conseil, donc on n'est pas là non plus pour leur dessiner le projet, tout simplement. Et parce qu'ils doivent être accompagnés pour que les choses se passent au mieux. Donc ces deux derniers points, amélioration du bâti et modification, là, on ne rentre plus dans les critères, évidemment, d'aide aux particuliers, ou on ne les envoie pas, évidemment, vers la condition de patrimoine, puisqu'on n'est pas dans ce type de démarche. Après, la deuxième mission de l'architecte conseil, c'est le conseil auprès des communes, des collectivités
qualité. Donc, dans ce cadre-là, on est là pour sensibiliser les élus, leur montrer, on est là pour identifier des problématiques qui pourraient se poser. Comme on est là souvent, une fois par mois, si on passe devant l'église, qu'on voit qu'il y a un problème, on est là en fait pour les inciter à prendre des mesures pour préserver le patrimoine bâti de la commune. Quand ces initiatives sont prises, il y a aussi un dispositif d'aide régionale pour la restauration des extérieurs des édifices propriété des communes, pour les édifices anciens, c'est-à-dire la mairie construite au XIXe siècle, la vieille église. Donc il n'y a pas des protections, là c'est un peu différent. Et par contre, ça ne touche pas évidemment l'école construite dans les années 60, où c'est très ciblé, et c'est pour les travaux extérieurs. Donc là, on est aussi là, comme pour les particuliers, pour définir le cahier des charges avec eux. Souvent, il y a des maîtres d'œuvre, donc on échange directement avec eux pour qu'on respecte, disons, les caractéristiques de l'édifice et ce qui va être demandé, puisque c'est aussi, dans ces cadres-là, on a aussi des demandes d'urbanisme qui vont passer par l'UDAP, donc pour faciliter le circuit. Et donc sur le bâti et sur les aménagements urbains pour aider les communes à produire des aménagements urbains de qualité. Le cas typique, c'est on est dans une région de pierre tendre avec des murs assez friables. Et donc c'est éviter que les communes, dès qu'elles rentrent leur voirie, mettent des plaques d'enrobés qui viennent bien jusqu'au ras des murs. Améliorer un peu l'ambiance générale du village par les traitements de sol, les espaces publics, les circulations. Donc là, soit c'est des petits aménagements où ça se fait en direct, soit souvent il y a des cabinets spécialisés dans ce type d'aménagement et on a des séries d'échanges pour définir un peu les choses. Et en fait, là, on vient presque en concept, on fait presque de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les élus. Donc là, je vous ai mis deux exemples de projets qui avaient été aidés, de projets particuliers. Donc là, on a une restauration d'un petit immeuble 19e à Montreuil-Bellay. Et sur la suivante, c'est un édifice à Montsoreau où là, il y avait eu à la fin un couplage des aides au départ pour des petites cités de caractère et la Fondation du patrimoine qui a aidé les propriétaires. Poser une question à l'architecte. Vous avez bien évoqué la relation qu'il peut y avoir avec l'UDAP, mais est-ce que le CAE, Conseil d'architecture, urbanisme, environnement, vous avez parfois, sur la partie notamment conseil aux communes, vous avez des contacts avec eux ou pas? Moi, ça fait un peu moins de 2 ans que je suis architecte conseil et j'ai jamais eu ce... je l'ai vu, disons, par exemple, quand les communes ont des grands aménagements urbains, elles sollicitent le CAE, voilà, très en amont. Mais après, en fait, une fois le SALU, une fois qu'il est intervenu, après, ça passe dans d'autres... souvent, il y a une maîtrise d'œuvre qui intervient après, quoi. Et nous, en fait, on arrive un peu... on arrive avant les autorisations d'urbanisme. D'accord. Merci. Moi, je voulais comprendre plus précisément la distinction entre petite cité de caractère et ville d'arrêt d'histoire. La taille déjà, parce que nous on ne va pas au-dessus de 6 000 habitants, alors je crois qu'aujourd'hui les villes d'arrêt d'histoire, je vais dire une bêtise, mais c'est 10 000 voire bien plus au niveau des habitants. Donc, en fait, dans ville d'art et d'histoire, il y a soit ville, soit pays. Il y a ville ou pays d'arrêt d'histoire. Mais c'est surtout au niveau de la... Et les obligations ne sont pas les mêmes, on peut dire, Julie. Par exemple, si tu es ville d'arrêt d'histoire, tu es obligé d'avoir un centre d'interprétation comme on a visité ce matin. Ouais. Qu'on n'a pas, je pense, dans les... Oui, non, c'est pas la même... c'est pas la même dimension. Puis là, on est vraiment dans une ville avec des moyens aussi un peu différents que les communes. Donc on a des communes de 6 000 habitants qui ont plus de moyens que BUA qui en a 120 forcément. C'est vraiment la taille de la commune qui fait la différence. Les arrêts d'histoire sont vraiment sur la médiation. Oui, aussi. Voilà, c'est un grand fond de France. Oui, ils sont moins sur l'accompagnement de la restauration, par exemple, quelque chose comme ça.
pas dans ce cadre. La taille de la commune, par rapport aux communes nouvelles, je pense au mot, je veux dire regroupement massif, vous restez sur le seuil des 6 000 pour finalement la commune pour l'instant, déléguée, oui, on va le voir dans les mots, on a simplement le vieil. C'est pas trop noir. Beaugé en Anjou, je sais plus combien ça fait d'habitants au total, mais il n'y a que Beaugé qui est petite caractère. Mais ça pose des questions. Donc c'est des débats qui ne sont pas fermés en interne, mais pour l'instant c'est commune déléguée de moins de 6 000 habitants. Quoi qu'on a un grand Le Point-sur-Loire, qui est une commune nouvelle, mais qui fait moins de 6 000 habitants au total. Donc il y a vraiment plusieurs spécificités. Une commune qui a 2 cités de caractère. Oui, mais c'est le Tourail et Chenu, dans Gênes, Val-de-Loire. Exactement. Ce qui n'est pas évident pour eux parce que nous, on leur demande d'avoir des projets à présenter pour les 2 communes, alors qu'en fait, c'est la même François. Donc ça pose d'autres soucis en interne aussi. Et puis les gens de Gênes ou des Rosiers, des communes qui ont aussi finalement une des deux qui a un règlement patrimonial, ils ne pas que l'architecte, ils puissent pas consulter l'architecte conseil de Gênes, Val-de-Loire. Enfin, mais ça fait un. Et comment vous mesurez le poids touristique de la marque? Comment vous... Très mal, honnêtement. Parce on aimerait bien le développer un peu, et faire plus d'observations, mais aujourd'hui, c'est du ressenti des élus qui nous disent oui, depuis que je suis petite cité de caractère, je sens qu'il y a plus de monde, où on crée des parcours de visite pour toutes nos communes. Donc les élus se rendent compte s'ils partent plus ou moins rapidement et si les minutes passent, mais aujourd'hui c'est assez difficile à appréhender. Tout le monde nous dit que c'est positif en général. Les offices de tourisme aiment bien le mettre en valeur quand ils ont une commune qui est homologuée petite et caractère, ils le mettent en valeur dans leur communication, mais c'est difficile à appréhender parce qu'on n'a pas de chiffres très précis sur ça. Est-ce que par exemple quand on est une petite cité de caractère, on n'a pas le droit de commencer à construire des bâtiments modernes un peu moches et tout Si on a le droit. Parce que du coup, si on construit des maisons à côté de vieux bâtiments anciens, ça va tout de suite un peu casser le truc. Non, mais là pour le coup, il faut respecter aussi toutes les règles d'urbanisme. On a des communes, à Angers, il y a des lotissements. Chacun a son avis sur ces lotissements, mais qui ne sont pas forcément aussi sympas qu'un centre. Mais du coup, ils n'ont pas le droit de. Ils peuvent quand même. Ils n'ont pas un truc où ils doivent essayer de respecter un peu l'architecture. Si, évidemment. Il y a un règlement, il y a le site patrimonial remarquable, vraiment à l'intérieur de ce périmètre-là, on ne peut absolument pas faire ce. Okay. Et votre question est pertinente parce que c'est le souci pour les élus d'articuler plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols. En interco, c'est plan local d'urbanisme intercommunal. Et dedans, il faut qu'il s'arrange pour que tout le volet patrimonial soit évoqué. Parce que si vous faites effectivement une exergue sur le petite cité de caractère, et puis vous laissez bâtir des bars, etc. Mais par contre, ça devient un vrai enjeu. J'ai parlé de la zéro artificialisation nette. Il est évident qu'il va falloir densifier les bourgs. En plus, ça va être des services aux personnes. Maintenant, on a un petit peu ras-le-bol de très loin en voiture. Donc mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi au niveau des gabarits, de la densification, combien on met de logements en mètre carré, etc. Et Étienne Darzac pourra en parler, mais les rares conflits qu'on peut avoir en commission régionale du patrimoine de l'architecture en recours de la part d'une commune, c'est souvent cette manque d'analyse avec l'architecte du bâtiment de France ou l'architecte conseil pour dire dans cette dent creuse ou dans ce bâti ancien un peu dense, qu'est-ce que je peux faire pour faire 6 logements neufs, 4 logements neufs, etc. Donc de toute façon, à un moment donné, il faut bien que les élus soient cohérents. Je veux de l'esthétique, je veux une reconnaissance patrimoniale, mais je veux quand même mettre du logement neuf. Et bien ça, c'est un travail. On a malheureusement un exemple en Loire-Atlantique où, je ne citerai pas la ville, dans l'ouest de la Loire-Atlantique, où les élus ont un peu abîmé tout le bourg autour d'une église, et simplement parce qu'ils disaient que c'était un bâtiment du 19e, pas beaucoup d'intérêt, on voudrait faire ici une grande salle et puis un logement neuf, et une salle d'Orient. Et en fait, c'était trop tard, après il y a des associations qui ont essayé de se battre, etc., mais le recours, mais ils étaient dans la règle du PLU, mais ils n'avaient pas la sensibilité patrimoniale. Donc voilà, il y a des couacs encore.